Bonsoir à tous les amis, on se retrouve, ça faisait longtemps hein. Une semaine, ça faisait littéralement une semaine, mais c'est bien de faire une petite pause, de recharger un peu les batteries, de partir au soleil, même s'il fait déjà beau actuellement. Bon, état des lieux un petit peu de ce que j'ai exposé, de ce que nous avons exposé lors de la dernière vidéo où on parlait justement de la révolution, on va dire ça comme ça, football qui est en train de s'acter actuellement et surtout d'exposer les trois piliers centraux du football actuel qui sont en premier lieu les joueurs, évidemment, en second lieu l'entraîneur et en troisième lieu le dispositif. J'aimerais d'ailleurs remettre 2-3 bémols, on va dire ça comme ça, redire 2-3 choses pour que ce soit un peu plus clair au niveau de la vidéo précédente. Quand je parle de dispositif, je parle pas de 4-4-2, 4-3-3, peu importe. Quand je parle de dispositif, j'englobe un peu tout ça. Le dispositif, c'est littéralement la manière dont un joueur va se développer sur un terrain de football. Comme je l'expliquais justement, ça peut partir du dispositif en lui-même, donc un 4-4-2, un milieu latéral, etc., etc. Ça peut être plutôt le joueur en lui-même qui va s'exprimer sur un terrain de foot au travers un poste qui lui est dédié, un régista, un milieu offensif central, un buteur, un attaquant avancé, etc., etc. Mais ça peut être aussi tout bonnement quelque chose de très simple. La manière dont un coach va pouvoir exposer sa philosophie de jeu dans un poste sur son terrain de foot. Justement, en l'occurrence, voilà, si on parle de Guardiola, on peut parler de son faux neuf et comment il a fait en sorte que son faux neuf soit représentatif de son dispositif avec justement ce Lionel Messi ou même quand elle a fait aussi l'Espagne avec ce David Villa qui n'avait pas réellement de rôle de neuf mais de faux neuf qui dézonnait un petit peu. Tout cela étant dit, je serai toujours du coup accompagné de mes deux compatriotes ici présents évidemment. Cette vidéo sera plutôt accentuée avec mon bon ami Étienne ici présent, avec qui du coup on va pouvoir évoquer cette seconde partie de la vidéo, parce que sinon ça aurait été trop compliqué. Je ne fais pas des vidéos d'1 heure, encore je ne suis pas Squeezie. Yo tout le monde, c'est Squeezie. Cela étant dit, sans mondanité mondaine, allons-y. C'est parti. Donc cette vidéo va être un peu différente. Autant dans la première vidéo, j'avais tendance à exposer justement des faits concrets, relatés, et surtout à exposer aussi mon point de vue, notre point de vue, de mes collègues et moi, pour faire en sorte de donner un petit peu des petites pièces comme ça dans le jukebox, et exposer que le football en soi était un art noble, toujours, mais que ses lettres de noblesse étaient de plus en plus compliquées à faire valoir, et que justement, certaines choses dans le football lui nuisaient, ou le rendaient différent, ou l'amélioraient. Plus, toujours est-il que, dans cette vidéo, nous allons faire plutôt l'inverse, en donnant du coup des faits qui pourraient accorder un peu plus de mérite au football d'antan ou d'autres, pour justement exposer que, au final, le football change, certes, mais est-ce qu'il change pour le bien, pour le mal ou pour le mieux? En premier lieu, j'aimerais justement qu'on reste dans cet ordre chronologique qui était le joueur en lui-même, l'entraîneur et enfin le dispositif, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Si justement on reste dans le côté du joueur, j'ai volontairement omis une mention qui était le game changer. Il existe évidemment encore actuellement des game changers, des joueurs qui justement peuvent à eux tout seuls changer un petit peu le cours d'un match et surtout qui peuvent faire en sorte de rentabiliser en une action le coup d'un billet. J'aimerais justement par là exposer que ça a toujours été le cas évidemment, mais qu'actuellement on est dans une phase où je trouve personnellement qu'il y a de plus en plus une pénurie de ces game changers là. Oui, il y a des irréductibles évidemment. Oui, il y a toujours ces joueurs là qui on les regarde, on se dit waouh, c'est peut-être ça le vrai football, c'est peut-être ça qui fait que j'aime le foot. Mais au final, on se rend compte que peut-être qu'à l'inverse, il y a aussi des joueurs qui manquent un petit peu de ça. Des équipes qui manquent un petit peu de ces joueurs-là, qui manquent un petit peu de ces joueurs talentueux-là, mais il faut comprendre pourquoi. Donc justement, qu'est-ce qu'un game changer? Un game changer, selon moi, c'est une personne où tu vas pouvoir le faire rentrer ou débuter même sur un match et tu sais très bien qu'à lui tout seul, il peut faire basculer le cours d'un match en une action, en une passe, en un dribble et même souvent en un tacle. Quand je dis souvent, actuellement, c'est que on a tendance à oublier qu'un game changer, ce n'est pas forcément un attaquant. Ce n'est pas forcément un ailier, ou vous avez compris, un buteur, on va dire, ou un passeur. C'est aussi très souvent, actuellement, même de plus en plus souvent, un goal.
un latéral, un défenseur. Une personne qui ne va pas avoir comme tâche première de faire gagner son équipe, mais de ne pas faire perdre son équipe. Et ce que j'entends par là, c'est que, étant donné qu'on a moins d'actions de grande classe ces derniers temps, on va dire ça comme ça, même s'il en existe toujours, mais vous avez compris, on oublie que, au final, une action de grande classe, c'est aussi peut-être des fois un défenseur qui va faire en sorte que l'attaquant ne passe pas. C'est aussi parfois un goal qui va faire en sorte que le ballon ne passe pas. C'est aussi parfois un latéral qui va faire en sorte que son vis-à-vis va être passé et qu'il ne perd pas la balle pour éviter une situation dangereuse. Auparavant, on accordait moins de spectacle, on va dire, à cela, parce que dans tous les cas, il y avait peut-être un moins bon niveau défensif, peut-être, je ne sais pas. Mais surtout, il y avait de tels monstres offensifs, des Ronaldo, des Messi, des Drogba, évidemment, que on se disait, bah au final, la défense, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui doit être pris en compte? Alors qu'actuellement, il y a tellement moins, on va dire, de potentiel offensif là, que il faut maintenant mettre l'accent plutôt sur le côté défensif de la chose. Quand on voit le match de Lounine en Ligue des Champions, quand on voit les matchs de Balerdi en Ligue 1 et en Europa League, quand on voit les performances actuellement de certains défenseurs centraux que jamais auparavant on n'aurait pu imaginer à un tel niveau. Des Kim Min-jae l'année dernière, potentiellement, évidemment. Des Thiago Silva à son âge, même si là dernièrement, c'est un peu plus compliqué. Des joueurs comme ça où on se dit, mais c'est quand même fou de se dire qu'un joueur défensif peut avoir autant d'impact dans un match. Qui, naturellement, là, quelque chose me vient, qui prouve tout ce que j'expose. On se rend pas compte de cette passe de Pavard qui casse je sais pas combien de lignes alors que c'est un défenseur central. Certains me diront, oui mais regarde c'est une passe décisive, au final ça amène un but, etc. Oui, mais c'est un défenseur qui l'a fait. C'est un geste défensif de base, la relance. La relance d'un défenseur vers son attaquant ne doit pas être la première idée d'un défenseur. Le défenseur doit de base défendre. Ensuite, il doit canaliser le ballon, calmer un petit peu les choses, ou même avancer un petit peu plus les choses. Ensuite, il doit effectuer la première relance vers les joueurs les plus proches de lui. Après, ça dépendra de l'appétence de son entraîneur. Et enfin, il doit potentiellement, peut-être, oui, viser une zone dangereuse pour amener du danger. Mais tout cela doit toujours être dans un rapport de force exposé par le match en lui-même. Et que si le défenseur a ce rapport de force et est en force vis-à-vis justement de son premier défenseur, en l'occurrence l'attaquant adverse, et qu'il peut se permettre de faire cela, ça prouve et ça démontre une telle intelligence du joueur et un tel degré de confiance en lui que c'est ça, un game changer. Si je dois maintenant un peu plus avancer dans mes arguments, justement du game changer, on peut aussi exposer que actuellement il y a de plus en plus aussi de variations de football. Cela veut dire qu'un joueur sorti de nulle part et non acclimaté au climat délétère souvent d'un club peut venir tout changer. J'aurai deux exemples qui me viennent directement en tête. Georges Mikotadze. Vous me direz, voilà, un petit joueur sorti plus ou moins de nulle part, grandi à Lyon, il me semble, géorgien, international, je pense, transféré l'année dernière de Metz à la Ajax Amsterdam, mais malheureusement, avec des déboires qui ont fait qu'il n'a pas pu exposer sa pleine mesure de son foot. Continuons un petit peu, ce petit Georges revient donc en France parce que, étant donné qu'il avait déjà joué pour 2 clubs, il ne pouvait pas jouer pour un 3e club, et donc il a eu la chance de pouvoir retourner dans son club de base, son club d'antan. Que se passe-t-il? Il en est déjà à quasiment 10 buts, voire 10 buts, je ne sais pas, cette année, en Ligue 1, et il est peut-être sur le point de maintenir son club en Ligue 1 justement. Alors que on me dira, oui mais regarde, c'est pas normal, Metz ils produisent pas forcément du bon jeu, Metz ils étaient derniers, Metz ci, Metz ça. Oui mais regardez, encore une fois, qu'est-ce qu'un game changer? C'est un joueur sûr de lui, sûr de sa confiance, sûr de ses qualités et surtout sûr de son football, son karaté, comme dit Walid Acharchour. Quand tu ne ressens pas la pression de « je vais peut-être perdre », comme je disais encore une fois dans un TikTok ou dans une vidéo, si tu as cette culture de « je vais gagner », la défaite n'est pas envisageable. Pourquoi se poser d'autres questions? Pourquoi se poser d'autres questions? Pourquoi se dire « ah, peut-être que ». Non, pas de défaite envisageable. Eh ben, je vais marquer, je le sais. Ce ballon, je vais le mettre au fond. Un petit piquet devant le goal, alors que mon équipe est dernière, assis à ça. Non, m'en fous. Je vais mettre le but, peu importe. Cette confiance-là. Comme je dis à chaque fois, tout ce que je dis, vous pouvez le relier à mes autres vidéos, justement. La confiance, la défaite n'est pas envisageable, la volonté de toujours de marquer et d'aller de l'avant, comme un certain Marcelo Bielsa. Toutes ces choses-là font qu'un joueur de foot qui n'est pas dans le pessimiste d'un club un peu dans la panade, on va dire ça comme ça, pourra toujours tirer son épingle du jeu. A contrario, j'aimerais mettre aussi un petit peu, voilà, en exergue, comme j'aime bien le dire, une autre variation très intéressante du football. Un certain Zinedine Zidane, qui fait son retour en 2010,
justement, et qui arrive justement à faire en sorte de montrer la voie à d'autres joueurs autour de lui qui étaient un peu moyens. On se rend compte de quoi? On se rend compte qu'un joueur peut changer une équipe à lui tout seul. Comme l'explique justement mon collègue ici, au travers son argumentaire, qui je pense va plutôt vous intéresser et va justement faire avancer un petit peu plus le débat. Je laisse avec lui, à tout à l'heure. C'est parti. L'importance de l'entraîneur, d'un dispositif et la qualité individuelle d'un joueur, c'est un tout pour une équipe, et j'ai envie de te dire, tout 1, 2, 3, 4, tout dépend de l'équipe. Tu as des équipes qui sont connues pour un dispositif en particulier. Je pense au FC Barcelone, et voire même à la grande Espagne des années 2010, avec son système qui est le 4-3-3. Voilà, enfin, certaines équipes, c'est le dispositif tactique qui est important. Pour d'autres équipes, ça peut être le joueur aussi qui peut faire l'équipe. Je pense à Lionel Messi quand il jouait à Barcelone, et pas que Lionel Messi. Peut-être un exemple moins connu que le FC Barcelone. Je pense au FC Metz actuellement qui était relégable à la mi-saison, et depuis ils ont fait revenir un certain Miko Tadze, le Géorgien, qui avait planté but sur but la saison dernière quand Metz était en Ligue 2, et là le gars revient et il commence à replanter but sur but. Il va peut-être sauver les Lorrains de la relégation, et il va peut-être les maintenir en Ligue 1. Et ça revient aussi à la qualité individuelle du joueur notamment. Et j'ai oublié l'importance de l'entraîneur. Dans certaines équipes, l'entraîneur a son importance. Tu as des entraîneurs qui ont un certain charisme, et des entraîneurs qui mettent leurs pattes sur leur équipe. Je pense à Pep Guardiola, à Manchester City, à Arteta, à Arsenal, où on voit leurs pattes dans le jeu de possession. On voit que c'est la patte Guardiola, Arteta, et aussi des entraîneurs qui ont un impact sur l'équipe. Je pense à Xabi Alonso au Bayer Leverkusen, d'ailleurs, qui est devenu champion d'Allemagne, les Allemands de Leverkusen. Et aussi un entraîneur dont je suis fan, un certain Marcelo Bielsa, qui est capable de te prendre une équipe comme Bilbao de l'Athletic Club de Bilbao, te l'amener en finale d'Europa League en 2013, ou encore plus récemment une équipe comme Leeds qui te l'a fait monter de Premiership à Premier League, et qui est parvenu à la faire maintenir en Première Ligue de saison. Avec un jeu flamboyant. Bielsa, comme vous le savez, c'est le football total, et c'est ce qui fait la marque de Marcelo Bielsa, dont se sont inspirés beaucoup d'entraîneurs comme Pep Guardiola ou Mikel Arteta par exemple. Et voilà, pour revenir sur les entraîneurs, j'ai parlé de Xabi Alonso au Bayer Leverkusen, dans Pep Guardiola à Manchester City, même ce que Guardiola a pu faire au Bayern Munich, c'est assez énorme. Et même Pep Guardiola, on parle de l'importance de l'entraîneur, mais Pep Guardiola, il a un peu révolutionné le foot fin des années 2000, début années 2010, avec ce jeu de possession qui est aussi le dispositif du 4-3-3 que tous les entraîneurs ont voulu copier à cette époque-là. Même des entraîneurs comme Laurent Blanc, quand il était au Paris Saint-Germain, voulaient faire du Pep Guardiola, en moins bien, mais tu as vu l'impact du dispositif et de l'entraîneur sur le monde du football. Et même, j'ai envie de te prendre un exemple encore plus ancien, qui date des années 80-90, qui est un entraîneur italien qui s'appelle Arrigo Sacchi, qui entraînait le grand Milan des années 80-90, le Milan des Van Basten, des Gullit, non, Nesta c'est un peu plus tard, mais le grand Milan que Marseille a affronté en finale de la Ligue des Champions en 1993. La révolution qu'a apporté Sacchi, c'est une révolution dans le jeu, mais aussi c'est une révolution aussi en défense. Arrigo Sacchi a inventé le marquage en zone, parce qu'avant Arrigo Sacchi, le marquage se faisait en individuel. Et on a une anecdote
Arrigo Sacchi avait raconté une anecdote à des journalistes. C'était avant un match Milan AC Naples, et où dans le Naples de l'époque, tu avais un certain Diego Armando Maradona. Et Arrigo Sacchi n'avait pas voulu donner sa technique parce qu'on lui a posé des questions sur comment il allait prendre Maradona et quel joueur allait prendre Maradona, vu qu'à l'époque le marquage individuel faisait foi. Et Arrigo Sacchi trouvait des pirouettes pour ne pas répondre. Et en fait, ce jour-là, c'est que Arrigo Sacchi, lors du match face à Naples, il a inventé la défense en zone, ce qui a terriblement gêné le Napoli de Diego Armando Maradona, et ce qui a bloqué Maradona. Et depuis, aujourd'hui, toutes les équipes défendent en zone, quasiment, à part peut-être certains entraîneurs comme Igor Tudor à Marseille, par exemple, qui pratiquent un peu la défense en 1 contre 1, mais c'est juste sur certaines situations. Mais voilà un peu l'impact qu'a pu avoir Arrigo Sacchi, l'entraîneur italien, qui a révolutionné le football. Et c'est un homme qui ne vient pas du football, qui était banquier à la base. Non, petit Étienne, laisse-leur le temps un petit peu, les petits potes là. Bon, je reprends la main un petit peu, 30 secondes. J'espère que tout ce que vous avez entendu, vous l'avez compris. Et justement, vous pourrez réagir en commentaire, n'hésitez pas, évidemment. Mais là, dans quelques secondes, je sens qu'il va commencer à partir sur les entraîneurs, qui était de base ma seconde partie. Grand Prince, je vais le laisser commencer et j'interviendrai juste après, d'accord? Allez, c'est ciao. Ah oui, j'ai oublié aussi de parler d'un entraîneur aussi qui est important aussi, c'est Diego Simeone, l'entraîneur argentin de l'Atlético de Madrid. Ce que Diego Simeone, alors on est fan ou on n'est pas fan, mais c'est quand même extraordinaire. Ce gars-là a transformé l'équipe et des joueurs qu'il a façonnés. Je pense à des Griezmann, à des Koké par exemple, ou des Jiménez en défense, ou des Jan Oblak, le gardien de but, où il en a fait des joueurs fantastiques. En fait, le système de Diego Simeone est plus défensif. Mais c'est des joueurs qui arrivent à défendre haut et à super bien défendre. C'est-à-dire que les joueurs de l'Atlético de Madrid, quand ils jouent sur le terrain, c'est à l'image de leur entraîneur. C'est-à-dire que sur le terrain, c'est des chiens. Et Diego Simeone a une emprise sur son équipe. C'est tel un gourou en fait. Bon, j'espère pas que faut pas le prendre dans le sens premier du terme, mais il arrive à transcender les joueurs, pour de façon à ce qu'ils ne perdent pas, qui défendent bien et qui surtout savent jouer au ballon quand il faut jouer au ballon. Et Mourinho était un peu comme ça dans les premières années, notamment quand il gagne la Coupe de l'UEFA en 2003 avec Porto et la Champions League en 2004 avec le club portugais, où tu as des joueurs qui sont prêts à mourir sur le terrain pour lui. Donc voilà un entraîneur qui avait une poigne sur ses joueurs, jusqu'au titre de l'Inter Milan en Ligue des Champions en 2010, où là tu as des joueurs qui étaient prêts à tout pour lui avant qu'il ne pète un câble quand Mourinho est allé au Real Madrid et qu'il est devenu ce qu'il est devenu, et que son personnage du Special One le dépasse. Et pour ma part, je suis plutôt fan d'un jeu comme Guardiola, qui pratique du beau jeu de possession, et qui pratique aussi le contre-pressing aussi, parce que la patte de Guardiola, c'est certes d'avoir la possession du ballon, mais une fois que le ballon est perdu, le but c'est de le récupérer le plus rapidement possible. C'est ça ce que Pep Guardiola a révolutionné, et c'est pour ça aussi les équipes de Guardiola, tu te régales à les voir jouer. Donc voilà, on peut parler aussi de l'impact qu'a eu un Jürgen Klopp. Je parle de Dortmund quand il les amène en finale de la Ligue des Champions en 2013. Et ce qu'il a fait avec Liverpool en 10 ans, c'est un travail colossal qu'a accompli l'entraîneur allemand à Liverpool, avec pareil ce pressing, cette intensité très très haut qui est propre à Jürgen Klopp. Et on parlait d'importance de joueurs. De la grande équipe de Liverpool, c'est avec le trio d'attaque Salah, Firmino, Sadio Mané, ce sont des joueurs qui sont devenus des stars grâce
à Jürgen Klopp, grâce à sa façon de jouer, grâce à son dispositif qu'il a pu mettre et la façon de jouer des Reds. Donc, certes, tu peux avoir des joueurs qui sont importants dans une équipe, qui sont importants de base, mais tu peux avoir des joueurs qui peuvent devenir importants grâce à l'apport d'un entraîneur et grâce à un dispositif précis. Car tu peux avoir des joueurs qui peuvent être très 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 bons dans un dispositif précis. Je pense à Mbappé, quand tu le mets en haut à gauche, c'est là où il est le meilleur. Mais quand Luis Enrique le met en numéro 9, Mbappé il est moins bien. Et ça se voit sur le terrain. Donc voilà, il y a le dispositif aussi, il faut l'adapter en fonction des joueurs et de la préférence des joueurs que tu peux avoir dans ton effectif. C'était encore une fois très complet. Merci à toi d'être intervenu, mon petit Étienne. Continuons un petit peu, parce que de base c'est ma vidéo aussi quand même, un petit peu les amis, non? Bon. J'aimerais du coup, voilà, on a parlé du coup des joueurs, on a parlé des entraîneurs. Parlons maintenant justement de ce qui fait l'essence, encore une fois, voilà, du football, avec le dispositif. Là-dedans, j'aimerais du coup déjà, premièrement, avant toute chose, continuer justement sur la discussion qu'on avait eue la semaine dernière avec la vidéo précédente, en disant un mot sur ce que j'entends par dispositif. Qu'est-ce qui fait le lien entre un joueur et un entraîneur? Son dispositif. Parce que c'est ce que le joueur va retranscrire de l'entraîneur sur le terrain. C'est comme si vous aviez 11 entraîneurs sur le terrain, plus ou moins. C'est l'expression tactique d'un entraîneur de football. Cela étant dit, qu'est-ce qui retranscrit le plus la vision du football qu'un dispositif qui perdurera sur des années et des années. 3 exemples concrets, dont un plus reluisant que d'autres, évidemment. Espagne, 2010, des années 2010, quand ils sont imbattables. Ils prennent la Coupe du Monde, ils prennent l'Euro, ils prennent tout. Les copains, ils prennent tout. On peut rire ou... Ils prennent tout, en fait. L'Espagne de 2010, sous 4-3-3, avec des postes, ils sont pas doublés, les postes, ils sont sécurisés. Tout est sécurisé. Des joueurs incroyables, justement. Un Vicente Del Bosque qui prend tout sur son passage. Entre 2008 et 2016, ça a été l'époque faste de son Espagne. Un 4-3-3 bien huilé, des David Villa, des Pedro, des Busquets, des joueurs où tu savais ce qui pouvait se passer, tu savais comment ça allait se passer, tu ne pouvais rien y faire. Un vrai football de possession. Il pouvait avoir 80% du temps la balle, tu ne te touchais pas, tu ne voyais pas, tu savais même pas ce qui allait se passer, mais dans tous les cas, tu savais que tu avais perdu. Pour l'heure, il faut quand même remettre encore une fois voilà, l'église au milieu du village, comme on dit. Il faut quand même exposer que quand on parle d'un dispositif, on parle d'une essence, d'une âme, on parle de cette Espagne 2010, on sait directement ce à quoi on se réfère. On expose un football directement qui passait par des longues phases de transition. Un football pur, dicté aussi, érigé par ce Barcelone, justement ce grand Barcelone, d'un certain Pep Guardiola. On parle voilà d'un Messi en faux neuf. On parle d'un FC Barcelone intouchable. On parle d'un FC Barcelone où tu savais dès le début que tu allais te prendre un mur. On parle d'un 4-3-3 aussi au FC Barcelone où tu savais dès le début de la rencontre que Lionel Messi allait te mettre un but. Et c'est ce FC Barcelone-là, justement, qu'il faut pointer du doigt quand on expose une philosophie de jeu. Maintenant, quand on avance un petit peu, il y a justement voilà, ce football de possession, incarné voilà, par l'Espagne, incarné par le FC Barcelone, évidemment. Il y a ce football de position. Encore une fois, les deux ne sont pas l'un contre l'autre. Les deux peuvent être complémentaires. Néanmoins, un football de position est davantage régi, non pas par la qualité de la passe, des passes directes, des passes courtes, mais qui vont directement vers le coéquipier à côté de toi pour faire avancer le jeu ou ralentir le jeu, un petit peu t'endormir. Un football de position va jouer sur le plus ou moins, comment dire ça, le 1 contre 1. Espace, demi-espace. Tu te décales ici parce que je sais que je vais aller ici et te repasser la balle ici. C'est compliqué à exposer comme ça, mais dans tous les cas, tout cela pour dire que, pour avancer un petit peu plus dans le débat, quand on parle de football de position, on peut justement parler aussi de la transition qu'a fait un certain Pep Guardiola et dans cette révolution du football qu'il a apporté. Partie très naturellement d'un football de position, toujours, parce que c'est l'ADN aussi même du football, hein. Mais quand on avance, on parle d'un football de position, on pense directement justement à des entraîneurs comme ça qui nous ont fait vibrer avec ce football alléchant comme celui-là. On parle évidemment d'un Marcelo Bielsa, on parle évidemment d'un Xabi Alonso,
et d'un Pep Guardiola. Des entraîneurs où vous savez et vous saurez que dès le début du match, comment ça va se passer. Des entraîneurs avec une telle patte sur leur jeu que les joueurs ne sont plus que le reflet d'eux-mêmes. Quand vous voyez un certain Kevin De Bruyne, le caractère de Kevin De Bruyne, lui qui était tout calme de base, sur l'époque à Chelsea, sur l'époque au Wolfsburg, Kevin De Bruyne tout calme, voilà, qui fait pas de vagues dans son coin, pas plus, pas moins, quelques soubresauts, mais ça va. Un Kevin De Bruyne actuellement, sur les 10 dernières années, on va dire, plus agressif, plus volontaire, qui montre que c'est le patron, souvent à la limite, mais qui a l'image de son entraîneur, très démonstratif, très explosif, toujours dans le football qu'il aime, justement. C'est ça qui fait qu'un footballeur actuellement va pouvoir se retranscrire sur un terrain de foot, grâce à son entraîneur, grâce à son dispositif et grâce au joueur en lui-même. Une certaine dérive justement de ce jeu de position et de possession là aussi serait, on va dire, le football d'un certain Igor Tudor. Pourquoi me direz-vous? Parce que ce football-là était basé autant sur la possession. On avait beaucoup de temps la balle, on la faisait tourner, on avançait, on reculait, etc., etc. Mais surtout, dans le positionnement du joueur, c'était souvent du 1 contre 1, du marquage individuel. Du marquage individuel parce que justement, on savait très bien dès le début du match que ça allait se jouer entre l'adversaire et nous-mêmes. Il n'y avait pas de place pour « non mais tu le couvres, je le couvre, qui le couvre ?» Non, c'était « tu as un joueur à prendre, tu le prends. S'il a la balle, tu te jettes dessus. » La retranscription du football, de par un entraîneur, va se jouer justement sur tous ces tableaux-là. Par un football de possession, un football de position, par un dispositif tactique qui va changer le cours d'un match, le cours d'une ère de football, par une volonté pure de jouer un football différent des autres, mais ça peut aussi très mal se passer. Vous me donnez potentiellement un certain, on va quand même en parler, Raymond Domenech. Bonjour à tous, à toutes. Il y a du monde aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai, l'odeur du sang vous intéresse. Et je vous dirai, j'arrête de regarder du football, je me mets à la pétanque. Vous me donnez, je sais pas moi au hasard, un certain Andrea Pirlo, et je me remets au rugby. Vous me donnez, je sais pas moi, un certain Marcelino, et je me fous en l'air sous vos yeux. Non mais, le football est tellement compliqué actuellement que ce n'est pas aussi facile que de dire à un entraîneur qui a un petit peu de hype, qui a ce petit truc là, tiens, bah voilà, toi j'ai confiance en toi, prends mon équipe et fais la tournée. Non. Comme ce n'est pas aussi facile de dire à un joueur, tiens, fais ça et ça va passer. Comme ce n'est pas aussi facile de, bah tiens, on va jouer en 4-4-2, toi tu vas être au milieu offensif, toi ci, toi ça. Non. 4-4-2 losange pour un milieu offensif, attention. On connaît ces gars ici. Non mais, ce que je veux vraiment expliquer par là, c'est que le football est compliqué à comprendre. Le football est compliqué à manœuvrer, le football est compliqué à exprimer. Donc ce n'est pas aussi facile que ça d'avoir un joueur, d'avoir un dispositif, d'avoir un entraîneur qui va retranscrire ce que l'on veut. Le football est exigeant aussi. Il faut toujours avoir les bonnes idées, être à jour. Quand les pistons sont arrivés, il a fallu comprendre ce qu'était un piston. Quand la défense à 3 est arrivée, il a fallu comprendre comment 3 défenseurs pouvaient être sur la même ligne. Un libéraux, un défenseur relanceur, etc. Je joue 3 au Football Manager. La bonne liaison entre toutes ces choses-là va être, au final, nous, les supporters. C'est à nous vraiment de nous rendre compte de la chance que l'on a d'avoir un football aussi alléchant. D'avoir des affiches, comme je disais, qui sont toutes les plus intéressantes les unes que les autres. D'avoir des entraîneurs plus charismatiques, qui représentent à eux-mêmes leur club. Un Pep Guardiola qui représente son club. Si je vous dis, je sais pas moi, 4-3-3, vous me direz directement, l'Espagne de 2010. Si je vous dis 1 contre 1 d'Ursula, vous me direz directement Igor Tudor. Si je vous dis, je sais pas moi, long ballon devant pour exprimer la vitesse des attaquants, vous me direz directement potentiellement équipe de France. L'avantage de tout cela, c'est que on a une multitude de football, une multitude de volontés et de capacités potentielles. Le tout est d'avoir la bonne formule pour faire avancer tout ça. Mais cela, ce ne sera pas l'entraîneur qui l'aura forcément. Ce ne sera pas le dispositif qui va faire que le gâteau sera bon. Ce ne sera pas non plus le joueur qui, de lui-même, se dira « je sais comment faire ». Ce sera un mélange de toutes ces choses-là qui feront qu'à la fin, un supporter sera content de ce qu'il regarde. C'était Sanga. Ciao.